Allô Radio Imo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo. On est ravis de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de Allô Radio Imo. Comme chaque semaine, je reçois 2 experts. Aujourd'hui, ce sont 2 expertes pour parler de sobriété énergétique au bureau. J'accueille Aurélie Rebaudot-Zulberti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeante associée pour Enco Conseil et Anne-Claire Barbery, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice RSE et innovation pour le groupe Perial. Alors, on va peut-être commencer avec vous, Aurélie. Pouvez-vous nous présenter, nous parler de Enco Conseil ? Oui, absolument. Alors, Enco Conseil est un cabinet qui accompagne l'ensemble des acteurs de la chaîne immobilière dans l'intégration des enjeux RSE, donc de responsabilité sociétale d'entreprise, c'est-à-dire les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. On travaille avec l'ensemble des acteurs de la chaîne immobilière, comme je le disais, de l'investisseur institutionnel, société de gestion, foncière immobilière, en passant par tous les acteurs de la chaîne et jusqu'à l'occupant, toujours dans un contexte immobilier. D'accord. Et alors, pareil, présentation du groupe Perial, alors Asset Management ? Alors le groupe Perial, effectivement, est un spécialiste de l'immobilier depuis la fin des années 60. C'est un acteur, on est implanté à Paris. On a aujourd'hui 2 activités. Une activité principale qui est structurée autour de la société de gestion Perial Asset Management, qui aujourd'hui gère principalement 5 fonds immobiliers qui représentent près de 6 milliards d'euros d'actifs sous gestion. On a une stratégie extra-financière très précise sur ces fonds. Et puis une autre activité, Perial Investment and Development, qui s'attache à restructurer des actifs obsolètes. D'accord. Donc, vaste chantier aussi du moment, si je puis dire. Alors, Aurélie, quelles sont les entreprises que vous accompagnez ? Quels sont les profils ? Qui sont vos clients ? Alors, nos clients, c'est vraiment toute la chaîne immobilière. Donc, comme je le disais, de l'investisseur institutionnel, la foncière, les directions immobilières, également de grands occupants, utilisateurs, qu'on accompagne tant sur des niveaux stratégiques, donc au niveau de l'intégration stratégique des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, qu'au niveau de la mise en œuvre, en passant par des labels. C'est un peu un incontournable du domaine immobilier, ou le reporting. C'est vrai qu'en ce moment, on a quand même pas mal... on a fort à faire avec les nouvelles réglementations. Et puis, on accompagne également l'ensemble des acteurs de la chaîne, donc ce soit aussi les entreprises de travaux, les industriels du bâtiment, les cabinets d'architectes également, les property managers, et jusqu'à l'occupant. Et de la même manière, on accompagne également les occupants à notamment des enjeux de performance énergétique et de sobriété énergétique. Ils sont situés où ? Partout en France. Partout en France, et même en dehors du périmètre hexagonal, puisqu'on a des clients également au Luxembourg, par exemple, en Belgique. On a aussi on a aussi des clients qui sont positionnés en France, mais qui ont des portefeuilles qui sont pan-européens et dans lesquels on peut intervenir partout, à partir du moment où c'est accessible en train, parce qu'on préfère se déplacer avec des mobilités peu carbonées. Mais vous faites attention à ne pas utiliser l'avion. Bien entendu. Ouais. Alors, c'est vrai que la sobriété énergétique, on en parle beaucoup depuis quelques mois maintenant, avec de nouvelles réglementations qui viennent s'ajouter. Quelles sont les grosses actualités majeures, pour nos auditeurs ? Alors, le contexte de la sobriété énergétique est venu de plusieurs facteurs, la consolidation, la coordination de plusieurs facteurs. D'abord, une forme de pression réglementaire qui vient par, en France, le décret dispositif éco-énergie tertiaire, qui vient s'appliquer à l'ensemble des acteurs du tertiaire, donc notamment du bureau, pour fixer des objectifs de réduction des consommations énergétiques à horizon 2030, 2040 et 2050. On a aussi un ensemble une densification réglementaire qui se fait, qui est issue du pacte vert européen, et notamment visant la neutralité à 2050, et notamment l'ASFDR et la CSRD, avec la taxonomie qui est en ligne de fond, qui est on va dire un annuaire des secteurs, ou en tout cas qui détermine ce qu'est un investissement vert ou non, et notamment pour les secteurs et les activités immobilières. Et dans ce cadre-là, et notamment via la SFDR, une intensification de la demande en efficacité énergétique est demandée aux différents émetteurs. Et donc, dans ce cadre, ils sont obligés de publier et donc d'améliorer, évidemment,
ça les incite à améliorer évidemment la performance énergétique. On a connu, et tout le monde s'en souvient, on le connaît encore, une période de tension en termes d'approvisionnement énergétique qui a une répercussion sur les coûts, bien entendu. Et tout ce cadre-là a incité l'État à accentuer les démarches qui ont été prises pour engager les acteurs à plus de sobriété énergétique, donc notamment les acteurs résidentiels, mais également les acteurs tertiaires. L'année dernière, avec le plan sobriété, donc l'acte 1 du plan de sobriété, c'était effectivement tout le monde qui était pris en compte. Et dans l'acte 2 cette année, les entreprises sont invitées à faire encore plus pour améliorer encore leur performance énergétique et leur sobriété énergétique. Anne-Claire, quelles sont les classes d'actifs dans lesquelles vous investissez et comment vous avez pris cette sobriété énergétique qui est un peu, c'est vrai, avec le décret tertiaire, Aurélie en parlait, c'est vrai que c'est un peu tombé, même si on s'y attendait, mais c'est un peu tombé comme un cheveu sur la soupe. Comment en interne ça a été pris et comment vous réagissez face à cela ? Alors, pour répondre à votre première question aujourd'hui sur le patrimoine des fonds de Pearl Asset Management, on gère aujourd'hui près de 500 bâtiments qui sont à 80% du bureau, le reste étant des actifs dits d'hospitalité, donc hôtellerie, résidence gérée et des commerces. Le patrimoine se situe également à peu près à 80% en France, le reste en Europe. Et à Paris Alors, à Paris, en région parisienne et dans les grandes métropoles régionales également. D'accord. Voilà. Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes. Voilà, on a vraiment des pôles dans les régions françaises. Et alors, pour répondre à votre deuxième question sur le sujet du décret tertiaire, alors oui, il y a une densification, comme le disait Aurélie, de la réglementation. En revanche, chez Pearl Asset Management, on a anticipé ce sujet-là dans le sens où, en 2009, on a créé la SCPI PFO2, qui, depuis sa création, intègre des objectifs de réduction de consommation d'énergie et d'eau, un peu sous le format du décret tertiaire actuel. Donc quand vous dites avant, c'était en quelle année ? En 2009. Donc vous étiez vraiment précurseur à l'époque. Donc on s'est organisé pour déjà avoir des équipes en interne. Donc on a aujourd'hui, je pilote une équipe de 10 personnes qui, à plein temps, gère ces sujets-là. Alors, sur un volet finance durable et sur un volet immobilier durable, donc qui pilote au quotidien notamment la performance environnementale des actifs immobiliers. Donc voilà, on a pris de l'avance en termes d'organisation en prenant en compte ces sujets-là. Évidemment, un bâtiment, ça vit, ça évolue. Il y a des locataires qui arrivent, qui partent. Le patrimoine également évolue, puisque c'est une SCPI ouverte qui compte près de 200 actifs. Donc, en fait, même si on avait anticipé de manière organisationnelle et même en termes de conviction ce sujet-là, évidemment, quand le décret tertiaire arrive et refixe des jalons, refixe des modalités, c'est en permanence qu'on doit piloter ce sujet-là, en réalisant des audits, en analysant ces audits-là et en les travaillant ensuite en termes de plan d'action, de travaux notamment, avec nos équipes en interne, avec nos partenaires property managers et avec nos locataires également. Mais au-delà de tout ça, on a aussi, vous me posiez la question de comment on y arrive finalement, avec quel levier, quel partenaire. Nos property managers qui interviennent donc en pilotage technique des actifs, du patrimoine des fonds, sont clés dans le sens où ils sont vraiment au quotidien sur les actifs et peuvent ensuite décliner tout un tas d'actions puisque en termes d'actions de sobriété, c'est vrai qu'on a finalement aussi un large choix d'actions. Des actions dites quick win, où là, c'est plus du pilotage un peu au quotidien. C'est quoi ? C'est déjà savoir combien on consomme ? Alors, effectivement, c'est un peu la base. Alors, c'est la base qui n'est pas simple à collecter. Oui, parce que c'est de la data, en fait, qu'on collecte. C'est de la donnée, c'est compliqué à collecter. On peut avoir des freins en termes de volonté de certains locataires qui ne souhaitent pas forcément partager. Des entreprises qui ne veulent pas jouer le jeu ? Des entreprises qui commencent quand même à jouer le jeu parce qu'elles n'ont plus trop le choix maintenant. Mais effectivement, le décret tertiaire, c'est aussi un moyen de favoriser l'échange entre le locataire et le propriétaire. Entre les parties prenantes. Donc, ça nous aide aussi, nous, dans toute notre stratégie extra-financière pour collecter ces données-là. Mais effectivement, il y a des choses très simples à réaliser en premier lieu. Donc, ces actions dites quick win, rapides à mettre en place. Puis des actions un peu opportunistes, c'est... Je change un équipement, je vais penser à m'assurer que l'équipement renouvelé est plus efficace.
Et puis, il y a des actions volontaires où là, vraiment... Donc là, les travaux de rénovation énergétique. On a une stratégie particulière. Voilà. Avec, j'imagine, des diagnostics des bâtiments que vous des faites. Audits énergétiques, des diagnostics. Et puis, une fois qu'on a cet état vraiment précis des choses, on a un certain nombre d'actions à mener qui peuvent effectivement aller du simple réglage, pilotage, et puis à des travaux beaucoup plus structurants sur la refonte de l'isolation, le changement de certaines menuiseries. Enfin voilà, on peut vraiment adapter complètement l'effort en fonction des objectifs qu'on se fixe et puis des budgets et de la réalité économique qu'il y a aussi sur les actifs. Alors, quel est le lien entre Enco Conseil et le groupe Perial ? Alors, on a eu le plaisir de travailler ensemble, puisque donc Perial est encore et a été un client important du cabinet, avec un certain nombre de missions, notamment des missions de certification d'actifs et d'animation de comités verts. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est un comité vert ? Alors, un comité vert, c'est un comité qui va rassembler l'ensemble des occupants, des locataires d'un immeuble, le property manager, et en l'occurrence, nous étions mandatés pour animer ce comité vert, donc un conseil tiers, pour faire état, donc déjà partager les performances de l'immeuble sur les questions d'énergie, de déchets et d'eau, et trouver ensemble les moyens d'améliorer ces performances. Alors, vous l'avez dit, la réglementation est accompagnée d'un calendrier qui est fixé par la loi dans tous les secteurs. Il y a aussi pour le résidentiel, le logement, pour le tertiaire, avec un horizon 2050. Est-ce que c'est tenable, selon vous est-ce que ce calendrier est tenable ? Vous qui accompagnez vos clients et qui voyez sur le terrain comment ça se passe. Je ne sais même pas si j'ai le droit de dire si oui ou non c'est tenable. Ça devra être tenable. C'est pas un choix. C'est au-delà même des réglementations, c'est une nécessité et c'est une nécessité physique. Pourquoi on fait ça ? On ne fait pas uniquement ça. L'État n'a pas forcément décidé ça pour contraindre les entreprises dans un but que j'ignorerais, mais c'est bien parce qu'il y a une réalité physique qu'on s'est fixé, et pas pour rien, un objectif de neutralité à l'échelle du continent européen, et que pour s'y tenir, il faut pouvoir utiliser le levier de la performance énergétique et donc aussi de l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique en premier lieu, qui, comme le disait Anne-Claire, finalement le levier de la sobriété, c'est un peu... je ne sais pas si c'est quick wins, mais en tout cas, c'est peut-être le levier le plus facile à mettre en œuvre, parce que mécaniquement, il va rentrer plus facilement dans une équation économique, parce qu'il va demander peu de capex, et surtout, il va avoir un très fort ROI carbone, parce que, évidemment, ce sont des actions qui sont très faiblement carbonées pour un grand gain énergétique. Donc déjà, en faisant que ça, on peut gagner, il y a déjà un retour sur investissement. Oui, on peut gagner beaucoup. On l'a vu notamment dans des expériences comme le concours Cube, qui, sous couvert de jeux et de compétition entre différents immeubles, permet d'aller challenger les consommations, d'améliorer les consommations énergétiques sur des immeubles. Et on l'a vu. Alors, ça dépend toujours du point de départ, mais globalement, on arrive à 20-30% de performance gagnée, d'amélioration de la performance énergétique, avec des actions simples qui ne demandent pas beaucoup de capex. Ça, moyennement sur les immeubles, c'est ce qu'on arrive à travailler facilement. Donc cette première étape, 20-30%, c'est assez facile. Alors, évidemment... Anne-Claire, c'est ce que vous avez constaté oui, aussi, 20-30%, c'est ça, sur des actions type, j'ajoute un outil de pilotage des consommations. Dans chaque immeuble, par exemple ou... Alors, c'est effectivement, c'est la magie et la beauté de l'immobilier, c'est que chaque bâtiment est un peu différent. Les locataires ont des utilisations différentes. Donc, il faut aussi, c'est pas parce qu'une fois qu'on l'a fait sur le bâtiment, c'est fait et c'est terminé. C'est pas forcément réplicable aussi après. C'est pas forcément réplicable, et surtout, il faut quand même s'assurer que c'est bien maintenu dans le temps. Et qu'il n'y a pas une divergence en fonction d'un usage qui serait mauvais par le locataire, par exemple. Oui, alors ce qu'on voit également, alors on a Enco Conseil a soutenu une initiative qui a été lancée par l'Observatoire du bureau responsable, donc sous l'égide de Riposte Verte, qui est un partenaire de longue date du cabinet. Ce qu'on a pu voir au travers de l'étude qu'ils ont menée, enfin qu'on a menée donc du coup ensemble au printemps dernier, qui visait à avoir un retour d'expérience sur les pratiques de sobriété énergétique. Ce qu'on a vu, c'est que le premier niveau, la première façon de gérer déjà le sujet, c'est de disposer d'un référent. C'est ce à quoi l'État avait engagé chacune des entreprises l'année dernière lors du lancement du premier acte. On voit que seuls 35% des répondants, il y avait quand même 1000 répondants à cette enquête, seuls 35% des répondants s'étaient dotés d'un référent
sobriété énergétique. Qui étaient les répondants Les répondants, c'était principalement des entreprises, principalement des entreprises de type service. D'accord. Donc, occupent des bureaux. Situés un peu partout en France. Situés un peu partout en France. Je n'ai plus souvenir exactement, principalement liés au réseau de clients des sponsors de cette enquête. Donc, on peut imaginer avec une prédominance un peu francilienne, mais globalement sur des pratiques de bureau, de services classiques. Et donc, 35% de référents, c'est pas assez. Parce qu'on sait que on sait tous s'il y a un sujet pour lequel on n'a pas de pilote, il y a toutes les chances que tous les objectifs qu'on se fixe n'aient aucun moyen d'être mis en œuvre. Alors un pilote, c'est pas forcément un pilote à temps plein à l'échelle d'un actif, mais c'est quelqu'un à qui on donne la responsabilité et qui va suivre au fil de l'eau l'évolution de la performance. Concernant justement ce sujet chez Perial Group. Alors, au sein du groupe, sur notre siège, effectivement, nous, on avait nommé un référent. Alors, nous, en plus, étant donné qu'on a des équipes assez dimensionnées sur ces sujets-là, il y a un energy manager qui est effectivement référent. Ce qui est important aussi, c'est de faire bien le lien avec les équipes de services généraux, en l'occurrence, sur notre siège, pour que toute la chaîne et toute l'équipe, property manager, équipe multitechnique, et puis les autres locataires, parce qu'on n'est pas forcément tout seul dans notre bâtiment, puissent bien converger, que les informations puissent être bien communiquées, en fait. Voilà, communiquées. Et effectivement, il y a des choses assez triviales, mais voilà, de dire, on respecte bien les températures de consigne, on sait bien les piloter, on communique en amont au locataire pour pas qu'il soit étonné et que voilà, ça grince un peu. Ça fluidifie tout le processus et effectivement, quand on fixe les choses, les locataires sont bien alignés et donc il n'y a pas de dérive. Est-ce qu'il y a un peu de pédagogie à faire au niveau des locataires ? Beaucoup. Oui. Mais c'est normal. Enfin, je veux dire, un bâtiment, quand on le conçoit, quand on le rénove ou quand on le construit sur le papier, il est sobre. Dans la réalité, effectivement, quand il y a un locataire qui est dedans, il faut lui donner les consignes, il faut lui expliquer. Et je pense qu'effectivement, le plan de sobriété de l'État l'année dernière a quand même bien rappelé à tout le monde l'importance de ces sujets-là. Oui, c'est vrai que c'était une vraie chance de ce point de vue-là, parce que ça a été mis sous le feu des projecteurs. Vous, les médias, vous en êtes emparés, et c'est tant mieux parce que tout un chacun, les gestionnaires comme les occupants quotidiens d'un immeuble, ont eu cette lumière, si j'ose dire, qui s'allume et qui se disent « Ok, il faut que je fasse attention » et la sobriété, c'est vraiment pour tout le monde. Oui, c'est vrai que tout le monde s'est senti concerné. Et puis, il y a eu aussi l'hiver qu'on a passé avec le prix de l'énergie qui a augmenté forcément. Le signal prix. Ça a aidé aussi. Concernant cette étude, est-ce que vous avez d'autres chiffres à nous donner, Aurélie ? Oui. Alors, c'est le deuxième enseignement. Vous parliez de la sensibilisation et de l'intérêt des occupants. Alors, quand on a un actif qui est contrôlé par des systèmes type GTB, donc gestion technique du bâtiment, on voit que c'était 50% à peu près des répondants qui avaient une GTB. Il y a encore une marge de progrès certaine pour pouvoir mettre en œuvre des systèmes qui permettent automatiquement de mesurer, de suivre, de gérer, de piloter. Donc ça et d'informer. Ça, c'est vraiment un sujet, d'autant plus qu'il y a une réglementation qui arrive là aussi sur le sujet, qui est une réglementation qui s'appelle le décret BACS, et qui va imposer à de plus en plus d'entreprises de s'équiper, de se doter de GTB. Donc déjà, premier enseignement, il y a quand même, je dirais quand même plutôt peu d'équipements. Alors, c'était pas le cas chez vous, Perial. Évidemment, vous faites un gros travail sur le sujet, mais il y a quand même une marge de manœuvre, une marge de progrès sur le sujet. Donc déjà, peu de référents, peu d'équipements, mais ce que je retiens d'assez positif dans l'étude, c'est que sur ceux qui n'ont pas d'équipement, on note que à peu près 40%, je crois que j'ai pris des notes, mais je crois que c'est 40% des occupants coupent le chauffage le week-end. D'accord. Et quand c'est géré manuellement, et 29% coupent le soir. Je trouve que c'est plutôt positif et ça montre que sans doute les efforts de communication et d'information sur le thème de la sobriété ont résonné chez les occupants et sont amenés à leur fournir des réflexes. Donc en ça, c'est extrêmement intéressant et je pense que le timing est bon. Alors, il aurait pu être fait avant, mais en tout cas, aujourd'hui, il est bon pour s'en emparer et pour avoir justement ces moments où tout le monde se parle, parce que c'est vraiment les moments où on peut tous agir vers un objectif commun et c'est vraiment propice à ça. Est-ce que dans le groupe Perial, il y a eu des réflexes comme ça qui ont été mis en place par les locataires, par les gestionnaires ? Alors, nous, on a mis en place un plan de sobriété à l'échelle de notre siège, évidemment, mais aussi en l'exigeant sur les actifs du patrimoine des fonds qu'on gère. Donc, on a informé nos property managers en leur disant, voilà, le plan de sobriété, c'est celui-ci. Il y a effectivement des actions simples à mener et on vous demande d'aller le mettre en place
sur les sites que vous pilotez, soit en direct avec les locataires, soit en lien avec les équipes multitechniques quand il y en a. Alors effectivement, les retours qu'on a eus, c'est parfois j'ai pas forcément la main dessus, ou le locataire n'est pas forcément involontaire, ou c'est compliqué parce que certains locataires le sont, mais pas d'autres. Donc c'est vraiment de l'ajustement fin, mais en revanche, les consignes ont bien été passées, et donc après, ensuite, effectivement, l'enjeu, c'est une fois que ça a été fait et médiatisé, ça doit normalement relancer un petit peu et redonner cette dynamique sur le long terme, sur d'accord, je l'ai fait une année, ça s'est plutôt bien passé. Comment finalement je le pérennise dans le temps en lien avec mes locataires finalement. Et quelles sont les actions que vous êtes en train de mettre en place ou que vous allez mettre en place prochainement ? Alors c'est relativement classique, hein. C'est un peu structuré selon la façon que je présentais tout à l'heure. C'est à la fois des quick wins, donc là rappeler donc ça a été fait ça. Voilà, au property manager, réduire les périodes de chauffe, couper l'eau chaude dans les sanitaires. Enfin, il y a des choses assez simples et assez basiques. Ensuite, il y a une partie plutôt opportuniste, c'est comment, dans mon plan pluriannuel de travaux, j'intègre des exigences d'efficacité énergétique quand je change des équipements consommateurs d'énergie. Par exemple, je change un équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation. Je m'assure que l'équipement que je choisis coche bien toutes les caractéristiques qui me permettent d'assurer la fonction première tout en consommant moins, par exemple. Et puis après, il y a finalement des opérations plutôt plus lourdes de restructuration d'actifs, où là, typiquement, nous, on met en place des programmes environnementaux sur des actifs qu'on restructure complètement, en nous assurant bien qu'on respecte des logiques d'amélioration de la performance environnementale, pas que énergétique d'ailleurs. Aurélie, dans quel état d'esprit sont vos clients, vous qui en accompagnez de nombreux, des profils différents, partout en France, est-ce qu'ils sont un peu tous dans le même mood, on peut dire, j'imagine qu'ils se sentent tous engagés dans cette sobriété énergétique, mais est-ce que parfois ça peut être un peu compliqué ? On sait qu'ils ont beaucoup de choses à gérer. Oui, alors ils sont tous engagés, c'est sûr, parce que d'abord là, en ce moment, ils n'ont plus vraiment le choix. Ils sont tous engagés parce que ils n'ont plus le choix réglementairement, on l'a dit. Ils n'ont plus le choix non plus parce que c'est aussi une attente des locataires. C'est assez intéressant aussi que ce soit ce sujet ait été repris aussi fortement médiatiquement, parce que aussi, les entreprises, celles qui sont locataires, les utilisateurs au quotidien, se sont emparées du sujet et commencent à avoir des exigences, des retours vers qui viennent parfois aussi de leurs collaborateurs aussi. Hein. Exactement. Et ça, c'est assez intéressant. Ça permet d'avoir tout le monde autour de ce même objectif, comme je le disais tout à l'heure, et de susciter une dynamique. Et il y a une étude qui a été publiée par l'IFPEB et l'ADEME récemment, qui montrait qu'en fait, en mettant en œuvre des pratiques de télétravail, mais de télétravail coordonné, c'est-à-dire de fermer un jour, par exemple le vendredi ou le lundi, c'est plus souvent le vendredi. Ça permettait d'avoir 3 jours d'affilée où on pouvait éteindre les systèmes, et donc mettre au ralenti l'immeuble et consommer moins. Et ça, vraiment, en termes d'efficacité énergétique, de sobriété énergétique, c'est vraiment un levier qui est important. Donc c'est aussi important que les occupants eux-mêmes s'emparent du sujet et mettent en œuvre ce type de pratiques qui viennent en complément des pratiques qui vont être plus liées à l'organisation de l'immeuble, remettre un niveau de sobriété et donc un niveau de performance in fine. Et donc, pour en revenir à nos clients, ils sont ceux qui s'y sont mis très tôt, comme Perial, et qui ont anticipé un certain nombre de... ces échéances, et notamment celle du décret tertiaire, mais aussi celle de la trajectoire 1,5 degré de l'accord de Paris, ont déjà identifié où ils en étaient pour tout ou partie de leurs actifs, tracé des trajectoires et identifié des plans d'action. Néanmoins, ça, c'est pour ceux qui ont pris les devants. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se trouvent un peu démunis parce que la remontée, comme le disait Anne-Claire tout à l'heure, la remontée d'informations n'est pas évidente, parce que les périmètres sont pas simples à consolider. Parfois, c'est pas bien défini. Pas bien défini, et que la donnée à partir de laquelle on travaille n'est pas toujours très fiable. Donc nous, on œuvre beaucoup en ce moment à fiabiliser les données de départ de l'ensemble des acteurs sur des portefeuilles qui sont parfois vraiment 200, 300, 400, même jusqu'à 800 actifs, et pour lesquels il est compliqué d'avoir une remontée complète de données.
et d'avoir une représentativité réelle des consommations énergétiques. Donc, nous, on les aide à structurer, à avoir une idée fiable du point de départ pour pouvoir, sans attendre d'avoir la collecte d'informations réelles qui va venir au fil de l'eau, c'est sûr, à n'en pas douter, l'ensemble des locataires vont se mettre dans la dynamique, mais sans attendre de pouvoir identifier quelles sont les actions prioritaires à mener. Anne-Claire, c'est quelque chose que vous avez constaté, ça, venant de vos locataires, voilà, des entreprises qui voulaient à tout prix faire des gains énergétiques. Et est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ? Alors, ça commence à arriver, mais c'est clairement pas la majorité. En revanche, c'est ce que... Non, c'est bien de le dire, on voit ce qui se passe sur le terrain. C'est ce que mentionnait Aurélie. En fait, nous, chez Pareil Asset Management, on s'est fixé une règle qui est de signer des annexes environnementales pour tous les baux de plus de 1000 m². D'accord. Et donc, la signature d'annexes environnementales déclenche mécaniquement la tenue d'un comité vert. Un comité vert, donc c'est cette réunion annuelle où tout le monde se rassemble, fait le bilan de la performance environnementale de l'actif sur l'année passée et projette des plans d'action. Et c'est à ce moment-là où finalement on jauge un peu de la maturité du locataire. Et ces baux représentent combien en termes de part de votre... Alors, bonne question. Je n'aurais pas forcément le chiffre, mais ça représente de mémoire, il y a à peu près 150 comités verts qui sont qui doivent se tenir en général annuellement. Donc ça fait quand même oui, c'est assez conséquent. Un nombre. Et effectivement, c'est à ce moment-là où on se rend compte si les locataires traînent un peu des pieds quand on les voit, ou si au contraire, ils viennent eux-mêmes nous demander d'aller plus loin sur certains sujets. Alors, en général, ce qui est assez intéressant, c'est que sur les purs sujets de kilowattheure par mètre carré, ça, c'est pas le sujet qui intéresse beaucoup plus... Quoique, quand on parle euro ensuite, là, pour le coup, il y a une attention un peu plus grande. Un peu plus. En revanche, quand on prend une image plus globale sur la performance environnementale de l'actif, où on va aller venir travailler effectivement la gestion des déchets, les obligations réglementaires, ou au contraire, des thématiques qui peuvent améliorer presque le quotidien et la qualité de vie finalement sur l'actif, comme l'installation de parking à vélo, l'installation de bornes de recharge électrique, où là, c'est pas purement... Ça, c'est un gros sujet d'ailleurs, les mobilités douces. Très gros sujet. Oui. Donc, c'est pas purement la sobriété énergétique comme on l'entend en premier lieu. En revanche, ça y participe. Et donc là, pour le coup, on a une écoute un peu plus active, voire des demandes très fortes de nos locataires. Mais ça vient bien alimenter toute la stratégie environnementale de l'actif. Alors, l'émission touche à sa fin. Si vous aviez un dernier conseil, peut-être, Aurélie, pour les entreprises qui nous écoutent. Je vais résumer un peu ce qu'on peut ressortir de l'étude, que j'invite d'ailleurs tout le monde à aller regarder, étudier. On peut la consulter. On peut la consulter directement sur notre site internet, donc www.encoconseil.com. Tout simplement. Et donc dans la rubrique ressources. Et donc ce qu'on en ressort, c'est d'abord piloter, avoir un pilote. Mandater les responsabilités au niveau d'un site, de plusieurs sites. Ensuite, fiabiliser les données. Puis informer. Quand on a, on sait que le défaut de conscience, c'est de là que part toutes les dérives, donc c'est important. Et puis ensuite, mettre en place des actions. Pourquoi pas faire appel à des tiers financeurs, par exemple. Pas avoir peur que tout le monde se mette. C'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'il faut pas les transcender. Donc que tous les acteurs se mettent autour d'une table. Et puis finalement déployer, maintenir cette dynamique, parce que dès qu'on lève le pied, en règle générale, on a tendance à voir la dérive arriver. Eh bien, merci infiniment Aurélie Rebaudot-Zulberti. Merci Anne-Claire Barbery pour cette émission. On se retrouve très vite pour un tout nouveau numéro de Allo Radio Imo. Allo Radio Imo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.